Dans le cours précédent, on a vu les différents éléments constituant une machine lave-linge. Aujourd'hui, nous allons voir en détail chacun de ces éléments, donc fonction de différents éléments. Nous allons commencer par le tambour. Donc on voit sur le schéma, nous avons dit que la rotation du tambour assure le brassage du linge alternativement dans un sens et dans l'autre. Donc la matière avec laquelle est fabriqué le tambour, c'est de l'acier inoxydable. Vous voyez là des trous, ces trous-là, ils permettent la circulation du bain lessiviel. Ils disposent aussi des aubes. Voilà, une aube qui assure le brassage du linge. C'est-à-dire que le linge se frotte sur ces aubes. Donc lorsque le tambour est entraîné en rotation, le linge à l'intérieur qui est mouillé est soumis à un mouvement de rotation. Donc les pièces du linge viennent se frotter les unes sur les autres. Voyons maintenant comment fait-on pour entraîner le tambour de la machine lave-linge en rotation. Eh bien, pour entraîner le tambour en rotation, on utilise deux types de moteurs. Le moteur asynchrone monophasé et le moteur universel. Le moteur asynchrone monophasé qui généralement a deux vitesses, une vitesse pour le lavage et une vitesse pour l'essorage. Mais aujourd'hui, vu le développement de l'électronique de puissance et de l'électronique de commande, le moteur universel est de plus en plus utilisé pour entraîner le tambour. Voyons maintenant le moteur asynchrone monophasé. Comme le montre le schéma, les éléments principaux d'un moteur asynchrone monophasé sont le rotor. Voilà, le rotor, c'est la partie tournante. Voilà le rotor. Il y a aussi le stator. C'est la partie fixe. Voilà le stator. Il porte le bobinage. Voilà le stator. J'ai schématisé par ce dessin-là. Voilà le stator. Il y a le bobinage statorique. Voilà le bobinage statorique. Il est logé à l'intérieur des encoches. Voilà le bobinage à l'intérieur des encoches du stator. Et sur le rotor, c'est un rotor, on appelle rotor à cage d'écureuil. La cage d'écureuil est constituée de barres parallèles, ce sont des conducteurs en cuivre. Et ces barres parallèles sont court-circuitées par deux couronnes. Voilà une couronne, voilà une deuxième couronne. Donc ça c'est la constitution du rotor. Le bobinage statorique est alimenté par une source de tension alternative, par exemple de 120 volts, 50 Hz. Et il est parcouru par un courant statorique, que j'ai représenté sur le schéma par IS, c'est le courant statorique. Il crée un champ magnétique. Ce champ magnétique créé et alternatif, on démontre que ce champ alternatif ne peut pas faire démarrer le moteur, parce que pour faire démarrer le moteur, il nous faut un champ tournant. Il faut voir, pour plus de détails, le cours d'électromagnétisme. Donc on dit que le moteur asynchrone monophasé n'a pas un couple de démarrage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas démarrer seul. Donc pour expliquer pourquoi le moteur asynchrone monophasé ne peut pas démarrer, supposons que le rotor soit au repos. Quand une tension monophasée est appliquée à l'enroulement du stator, voilà, on alimente le stator, un flux phi S, voilà le flux, les lignes de couleur orange, c'est le flux créé par le bobinage statorique. Donc, les conducteurs du rotor se trouvent dans un champ magnétique du flux phi S, et puisque ce flux est variable, puisqu'il est créé par une tension et un courant variable, donc le flux est variable, c'est-à-dire il varie dans le temps. Donc, d'après la loi de Lenz, il se produit une force électromotrice induite dans les conducteurs du rotor. Ce sont ces conducteurs-là. Donc il y a une tension au bord de ces conducteurs. Et puisque les conducteurs sont court-circuités, donc il y a circulation d'un courant
dans ses conducteurs. On sait qu'un conducteur traversé par un courant est placé dans un champ magnétique, il est soumis à une force, c'est la force de la place. Donc voilà la force auquel est soumis ce conducteur-là, par exemple, c'est ce conducteur. Là, nous avons les forces du haut vers le bas pour les trois conducteurs. Pour les autres, c'est le contraire, du bas vers le haut. Et nous voyons que la somme totale de ces forces, puisqu'elles sont égales et de sens opposés, leur somme est nulle. Donc, puisque le rotor est soumis à une force nulle, donc le couple qu'il développe est nul, est égal à 0. Le rotor ne peut pas tourner. C'est pourquoi on dit que le moteur ne peut pas démarrer seul. Maintenant, si on lance le rotor dans un sens donné, si on fait cette expérience, on remarque que le moteur tourne et continue à tourner dans le sens de lancement. Donc, il nous faut un moyen pour faire démarrer le moteur. C'est pour cela, pour résoudre ce problème de démarrage, on utilise plusieurs dispositifs qui permettent de transformer le champ alternatif en champ tournant. Parmi ces moyens, il y a ce qu'on appelle spire de Faragher. C'est une spire, ou bien on appelle aussi anneau de Faragher, ou bien bague de Faragher, ou bien bague de démarrage. Ça désigne la même chose. Sur le schéma, nous voyons un moteur à spire de Faragher. Il est constitué d'un stator, voilà le stator, et voilà le rotor. Donc le bobinage statorique qui sera alimenté par la tension alternative. Et là, sur les deux pôles du stator, nous plaçons deux spires de Faragher. Voilà la première, voilà la deuxième. Sur le schéma, nous voyons le bobinage statorique et les deux spires de Faragher. Voilà la bobine du stator, voilà le rotor. Et voilà, les spires de Faragher, ils sont en cuivre. Donc, comment cette spire de Faragher arrive à créer un couple de démarrage? Eh bien, le flux se décompose en deux parties. Le flux principal créé par l'enroulement statorique et au flux de la spire, puisque la spire est court-circuitée, donc il crée un champ. Donc, la somme des flux principal et le flux dû à la spire de Faragher permet de produire un couple de démarrage, ce qui entraîne la rotation du rotor. Constatation, malgré sa faible puissance, le couple de ce type de moteur est important au démarrage. Il est très employé pour des puissances inférieures à 100 watts. Exemple, pompe de vidange ou ventilateur. Voyons maintenant un deuxième procédé de démarrage, c'est démarrage par phase auxiliaire. Donc, le principe consiste à ajouter des pôles auxiliaires sur lesquels on va monter un enroulement auxiliaire. Donc voilà les pôles principaux du moteur, asynchrone monophasé. Il porte un enroulement principal. Voilà l'enroulement principal. Il est alimenté par une source de tension alternative de 120 volts 50 Hz. Donc voilà l'enroulement auxiliaire. Les deux parties sont en série. Même chose pour l'enroulement principal. Les deux parties sont en série. Comme vous voyez sur le schéma, le rotor est toujours à cage d'écureuil. Donc voilà le rotor, voilà les conducteurs. Les deux bobinages sont alimentés par la même source de tension alternative. Ils sont montés en parallèle. Nous avons dit qu'ils produisent un champ phi S et un champ phi A. La somme de ces deux champs crée un champ magnétique tournant, ce qui permet de créer un couple de démarrage du moteur et entraîne celui-ci en rotation. Donc les deux pôles principaux, les voilà, voilà les deux pôles auxiliaires. Pour le rotor, voilà le rotor. Entre le rotor et le stator, il y a du vide, ce qu'on appelle entrefer, et nous avons notre stator. Donc selon le couple de démarrage désiré, on peut ajouter en série avec l'enroulement auxiliaire des impédances. Ces impédances sont soit des inductances, soit des résistances, soit des condensateurs. Dans le cas de la machine lave-linge, on monte en série avec l'enroulement auxiliaire un condensateur. Ceci pour augmenter le couple du démarrage et ainsi pouvoir entraîner des charges plus importantes. Donc c'est ça l'utilité du condensateur. Il permet de créer un champ tournant important et par conséquent un couple de démarrage important.
Donc lorsque le moteur a démarré, il tourne à sa vitesse de rotation nominale, on n'a plus besoin de l'enroulement auxiliaire, car il consomme uniquement de l'énergie. Donc on doit le débrancher. Pour cela, nous avons deux moyens pour débrancher l'enroulement auxiliaire. Soit on utilise un interrupteur centrifuge qui est incorporé à l'intérieur de la machine et il tourne avec le rotor. Au repos, il est fermé et lorsque la vitesse du rotor atteint à peu près 75% de la vitesse nominale, il s'ouvre et par conséquent, il débranche l'enroulement auxiliaire. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle une varistance ou une résistance CTP, c'est-à-dire une résistance à coefficient de température positif. Ça veut dire que la résistance de la varistance augmente lorsque la température augmente. Donc, pour la varistance, il est aussi disposé en série avec l'enroulement auxiliaire du démarrage. Le courant qui la traverse à la mise sous tension l'échauffe. Donc, il va s'échauffer et sa résistance va augmenter brusquement jusqu'à atteindre une valeur la rendant non passante. C'est-à-dire, la résistance de la CTP devient très grande et le courant qui traverse l'enroulement auxiliaire, c'est-à-dire le courant IA, devient très très faible. Il est approximativement égal à 0. Et comme ça, on débranche l'enroulement auxiliaire.